Bien comme tous les jours à la même heure, nous sommes dans le ZCL News en direct sur Radio Attention et sur C10 FM et puis aussi sur Facebook Live. Vous pouvez nous revoir et nous voir. Merci d'être aussi nombreux. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans un instant universitaire, M. Jim Lapin. Bonjour. Bonjour. Ensuite, Barbara Montpierre viendra faire sa chronique à la rencontre de soi. Nous aurons aussi Noémie Mille pour sa chronique et Victor Venutolo, président de la commission numérique de CCIG. Tous ces gens-là feront le plein avec nous. L'actualité, c'est quelque chose, une maladie qui est quand même se développe chez les femmes malheureusement. L'endométriose, on en parlera, puisqu'il y avait un petit brief au lycée Aron. Nicolas Hatchi était là. Manuel Pioche et son... Michel Pioche, pas Manuel, Manuela Pioche, c'était avant hier l'anniversaire de son décès. Michel Pioche et son réchaud solaire, qu'est-ce que c'est? Mais on va le savoir tout à l'heure grâce à Nicolas Hatchi. Et puis la visite du président de Saint-Vincent-de-Paul, on en parlera aussi. Et si on a le temps, on ira voir M. Léon Grandmont, encore un centenaire, décidément. Hier, c'était un centenaire. Déjà, on avait un centenaire, je crois que c'était aux Abîmes, et puis cette fois-ci, c'est à Sainte-Anne. Non, c'était toujours à Sainte-Anne. Voilà. Bien, merci d'être avec nous. Le proverbe du jour, comme tous les jours, bien, chien on fait bien, l'ayant agi comme modéo, faire du bien ne rapporte pas toujours, et ça, beaucoup de politiques pourraient le dire. J'ai comme l'impression, proverbe tiré du livre de Didier Manette, comme tous les matins, chien on fait bien, l'ayant agi comme modéo. C'est incroyable ça. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Lapin? Ça me parle énormément. Ça vous parle? Ah bon, pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que ce petit proverbe du jour me parle énormément, vu les expériences que j'ai traversées dans un proche passé. D'accord, on ne va pas entrer dans les détails. Ouais. Alors, je vous ai fait venir parce que vous êtes universitaire, parce que vous êtes un observateur de la vie politique guadeloupéenne, mais vous êtes aussi impliqué, vous êtes Saint-Rosien. On sait qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées à Sainte-Rose, notamment l'éviction de l'ancien maire, c'est que l'ancienne maire, aujourd'hui, et qui a été remplacée par M. Baron. Je vous pose la question comme ça, en bout en blanc. Est-ce que ça peut changer aujourd'hui la politique sainte-rosienne, le changement d'édilité? Oui, ça a changé, ça a commencé à changer depuis que nous sommes aux responsabilités avec le maire Adrien Baron. Les Sainte-Rosiens et Sainte-Rosiennes s'aperçoivent qu'il y a quand même un changement qui s'est opéré et que des initiatives sont prises et des actions concrètes sont menées sur le territoire. Donc il y a une amélioration des choses qui est en cours. Et donc moi, je rappelle que quand j'ai véritablement pris l'initiative en 2019, de constituer une équipe pour aller au municipal, c'est que véritablement j'étais conscient du problème profond que traversait notre commune et ça me gênait. Et c'est vrai que des amis extérieurs, des spécialistes que j'ai comme amis m'interpellaient sur ce problème que nous avons à Sainte-Rose j'ai envie de dire d'inactivité permanente en fait, qui était devenue une manière de gouverner quoi. Et c'est vrai que j'avais pris l'initiative, j'avais pris mon bâton de pèlerin et ce que je souhaitais, c'était tous les talents de Sainte-Rose, les personnes qui ont déjà œuvré à l'extérieur de Sainte-Rose, même à l'intérieur de Sainte-Rose, dont on connaissait leur bilan à certains égards, et qui avaient de la crédibilité dans, effectivement, ce qu'ils ont pu faire comme activité, comme ce qu'ils ont pu prendre comme initiative et qui avaient réussi, puissent se retrouver, d'accord, de manière à faire en sorte que nous puissions investir le champ politique pour pouvoir redresser la commune. Et aujourd'hui, ce qui se passe, en fait, on voit bien que cette philosophie que j'avais voulu à l'époque, en fait, est en train de se réaliser quelque part. Donc, pas avec les acteurs, les mêmes acteurs. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est vrai que j'ai toujours voulu le bien de ma commune, parce que je suis engagé depuis tantôt dans les actions associatives et autres, et dans les actions syndicales aussi. J'ai toujours voulu le bien de ma commune et j'ai toujours réfléchi à ce qui pourrait être la meilleure façon de faire en sorte que Sainte-Rose bénéficie enfin des nombreux talents
d'accord, qu'elle dispose sur le territoire. C'est une commune, c'est vrai, qui a un bon potentiel. On disait même quelquefois c'est la capitale du Nord. Oui, mais Sainte-Rose, c'est la capitale du Nord. Sainte-Rose, c'est le deuxième pôle d'équilibre. C'est un des deuxièmes pôles d'équilibre dans le schéma d'aménagement régional. Donc, il faut que nous puissions faire en sorte que Sainte-Rose réponde à cette vocation de pôle d'équilibre et de capitale du Nord-Master. Il y a un potentiel géographique considérable. Par exemple, la biodiversité aussi, d'ailleurs. Voilà. Donc, en matière d'agriculture, nous avons un sol moins pollué qu'ailleurs. Nous avons un superbe port de pêche. Nous avons un plan d'eau génial. Et j'ai envie de parler de l'humain aussi. Nous avons des personnes de qualité, des personnes qui ont réussi, d'accord, dans leur carrière professionnelle, dans leur vie associative, qui ont fait avancer les choses. Donc, tout cela, en fait, c'était quand même un peu une contradiction de voir comment la commune s'enfondrait alors que nous avons tout ce potentiel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc je fais partie de la nouvelle majorité, j'ai travaillé à cela. D'accord. C'est vrai que beaucoup me disaient, mais bon, vous savez, voilà, Adrien Baron, vous avez toujours été en opposition. Voilà, donc il y a toujours effectivement ce discours qui revient, ce discours de la personnalisation des enjeux. Et il faut savoir aller au-delà de ça. Je l'avais déjà fait en 2020. Oui. Je devais conduire une liste. Oui. D'accord. J'ai eu aucune difficulté à pouvoir effectivement faire en sorte pour pouvoir permettre l'union, oui. Le rassemblement. D'accord, de pouvoir donner à quelqu'un d'autre la tête de liste. La personne d'Henri Yakou qui est actuellement promu adjoint à Sainte-Rose. Vous voyez. Oui. Donc bon. C'est un bon choix, vous voulez dire. C'est un bon choix pour vous. Finalement, oui. Et les choses sont en train de bouger avec lui. Donc voilà. Donc c'est quand même. Il faut quand même en politique. Et j'ai envie de le dire, il n'y a pas seulement le discours, il y a également l'action qu'il faut regarder, l'action des hommes et le comportement des hommes également. Moi, je ne veux pas avoir un discours qui sera en décalage avec mes actions, parce que je suis en politique, certes, mais j'ai également une responsabilité vis-à-vis de mes étudiants. Je suis également un pédagogue. Oui. Et ça aussi, je ne perds pas de condamner à l'exemplarité, c'est ça. Voilà, donc il faut effectivement, donc s'il faut à un moment donné que l'on puisse dire que bon, Jim Lapin, voilà, c'est ce que j'ai fait en 2020, puisse effectivement contribuer à faire en sorte de faire avancer les choses, même si c'est une autre personnalité qui prend la tête des choses, voilà, pourquoi pas. Mais par contre, ce que je refuse, d'accord, c'est le manque de respect, d'accord, et que l'on puisse profiter d'une situation. C'est pas parce que je suis capable effectivement du consensus qu'on doit forcément profiter de ça et qu'on puisse penser que c'est une faiblesse vis-à-vis de moi. Ça veut dire que vous restez véhiatif. Je reste véhiatif, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, être dans le consensus, c'est une force. Parce qu'on est capable de travailler avec les autres, on est capable de comprendre les autres et on est capable d'entendre effectivement les autres. Alors, cela dit, M. Baron, en prenant la tête de la municipalité, bénéficie, entre guillemets, c'est bien le cas de le dire, d'un lourd héritage financier. La situation de la commune n'est pas très bonne. J'ai vu que le président de région a pris un certain nombre d'engagements. Est-ce que, de votre point de vue, il faudrait combien de temps à Sainte-Rose pour devenir le Sainte-Rose que vous souhaitez? Bon, pour devenir le Sainte-Rose que je souhaite, il va falloir un peu plus, quand même au moins, toute une mandature. Oui. Et là, nous sommes déjà presque à la moitié de la mandature. C'est ça. Mais là, en fait, je pense que dans les 3 ans qui arrivent là, le visage de Sainte-Rose va changer. Parce que... comme on a eu une rencontre avec justement les services de la préfecture, avec Adrien et Henri Yakou, et effectivement, on a démontré quelque part que si on s'y prend bien, Sainte-Rose, dans les 3 ans, c'est-à-dire que tout ne va pas aller pour le meilleur. Hein. On ne va pas régler en 3 ans des problèmes fondamentaux. Voilà. Mais il y a de quoi sur les 3 ans, en fait, permettre une amélioration qui soit véritablement visible. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il y avait des dispositifs qui existaient, tout simplement. On n'a rien inventé, il ne fallait pas inventer des choses. Par exemple, la politique de la ville. Oui. C'est un dispositif qui existe, Sainte-Rose est dans la politique de la ville. D'accord? Mais la négligence sur la mise en place de la politique de la ville fait qu'on a perdu un certain nombre de fonds qui étaient là pour pouvoir aider, accompagner les associations. D'accord? Dernièrement, on a fait une réunion pour pouvoir présenter les appels à projets sur la politique de la ville. Il y avait près de 80 associations qui avaient répondu. L'attente était là. Oui. D'accord? Donc, en fait, ce sont des choses qui auraient dû être faites de manière normale, qui n'ont pas été faites. Oui.
à cause de la négligence. Et en fait, ceci a contribué à plomber davantage, effectivement, la situation financière de la commune. Donc là, nous sommes une équipe qui, voilà, de bords variés. On vient tous, il y a pratiquement 3 groupes à l'intérieur de la nouvelle majorité, c'est-à-dire bon, des personnes qui sont originaires de 3 Ça veut dire que M. Baron devra fédérer continuellement. Et chacun a la bonne volonté, chacun est investi dans ses délégations pour pouvoir faire en sorte que la ville avance. Et moi-même, en tant que conseiller régional, je suis là aussi pour pouvoir appuyer et accompagner et faire en sorte que la région puisse, comment dirais-je, accompagner les initiatives que nous allons prendre sur la ville. Un secteur tout à fait particulier, le secteur sportif à Sainte-Rose. L'USR, comment se porte l'USR? Je sais qu'il y a eu beaucoup de difficultés à un moment. Henri a quoi été la tête? Est-ce que le club va un petit peu retrouver son dynamisme? Je pense qu'on va travailler à cela et que c'est là aussi, il y a une volonté parce que nous comptons mettre la politique sportive également au rang des priorités. Donc nous avions déjà commencé à discuter de cela et que l'USR, la situation de l'USR entre également dans cette politique globale de développement du sport que nous avons à Sainte-Rose. D'ailleurs, nous avons développé un certain nombre de projets lors des municipales de 2020 que nous allons reprendre. Mais en fait, quand vous changez, c'est pas toujours évident de changer, comment dirais-je, une équipe. C'est-à-dire que quand vous remplacez les dirigeants, voilà, il faut s'attendre effectivement à une période de transition. Il y a une période de transition. Il y a une période aussi où chacun cherche schéma. Donc c'est humain. Donc USR a eu un beau palmarès. Donc ça veut dire que USR est capable d'avoir il y a un encore... potentiel. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel et USR est capable encore de renouveler ce palmarès dans le futur. Donc il faut mettre les choses en place, il faut être patient et il y a de la volonté derrière. Et à partir du moment où il y a de la volonté, les choses peuvent se réaliser. Alors, je vais revenir avec vous rapidement sur des sujets. On va quitter Sainte-Rose provisoirement, mais j'ai quand même une dernière question. Pourquoi à Sainte-Rose, pendant au mois de novembre, les barrages ont été si durs et on dirait aussi longtemps? Est-ce que ça veut dire que les Sainte-Rosiens sont, entre guillemets, les plus gros combattants, j'ai envie de dire les plus actifs dans ce combat? Je pense que Sainte-Rose est une terre historique de lutte déjà. Ah, ça c'est clair. D'accord, donc depuis le fameux discours de la Boucan, donc oui. C'est vraiment une terre de lutte. Et voilà, c'est resté. Donc, c'est tout à fait normal. Ça étonne beaucoup de personnes. Mais bon, quelque part, nous, Sainte-Rosiens, on n'est pas trop étonnés de cela. Mais surtout, ce qui a amplifié la situation à Sainte-Rose par rapport à toutes les revendications qu'on a entendues sur l'ensemble de la Guadeloupe, mais ce qui a véritablement, voilà, qui a été plus marqué à Sainte-Rose, c'est en raison, effectivement, du franchissement de la rivière Aguayave. Oui. Ça aussi, ça bloque véritablement beaucoup le développement de notre commune. Non seulement le développement de notre commune, mais aussi il y a le phénomène de discrimination qui peut se faire par rapport aux jeunes qui vont chercher des emplois dans d'autres communes, par exemple à Jarry. Et quand on sait qu'ils habitent Sainte-Rose de l'autre côté du pont, ça peut être également un élément pour pouvoir les écarter de l'emploi. Oui. Donc on souffre énormément de cela. Et à partir du moment où ce problème de circulation sera résolu, je pense que ça va résoudre énormément de problèmes. Par contre, ce qu'ils ont revendiqué, le collectif, c'est en attendant que tout cela sera fait, ce que l'on pense et que les priorités soient mises quand même sous cette commune qui connaît des difficultés en matière de circulation. Oui. Voilà, donc c'est pas un traitement, comment dirais-je, qui sortirait d'un avantage. Ce n'est pas la mise en place d'un avantage exclusif pour Sainte-Rose. C'est simplement en termes de compensation, en fait, des handicaps particuliers que nous rencontrons sur le territoire de la commune, qui fait qu'en termes de, comment dirais-je, de solutions, d'accord, que l'on puisse avoir un regard particulier sur la commune. Oui, ça viendra. Alors, parlons un petit peu de politique d'une manière générale, puisque nous sommes à la veille des présidentielles françaises. Comment voyons un petit peu se dessiner cette élection présidentielle?
Bon, c'est une élection particulière parce que qui se fait quand même dans un cadre, dans un contexte de crise, double crise en fait, crise sanitaire et crise internationale. Et en période de crise comme ça, comment dirais-je, le titulaire du poste est toujours avantagé par rapport à d'autres. Absolument, donc, oui. Voilà. Il est sur tous les fronts. Sur tous les fronts. Il est sur tous les fronts et ça ne va pas. Il est très présent. Il est très présent et ce qui est normal parce que chacun essaie de profiter d'une situation pour pouvoir se vendre, j'ai envie de dire entre guillemets. Donc, tout un chacun, quel que soit le domaine, donc, à partir du moment où on est en campagne, on est en politique, on est en campagne, donc on profite effectivement d'un certain nombre d'événements pour pouvoir faire en sorte de s'agréger un certain nombre de voix. Donc, la posture actuelle du président de la République est tout à fait normale. D'autres présidents de la République, d'autres personnalités politiques avant lui ont fait pareil. Donc, là, il n'invente rien, hein. Donc, il n'invente rien. Donc, le président Chirac, à l'époque, était un spécialiste de ces choses-là. Donc, moi, ça ne m'émeut pas plus que ça. D'accord. Mais c'est vrai qu'on pense que c'est seulement en campagne, lors de la campagne, qu'il faille faire entendre sa voix. La campagne, c'est un temps. Mais, comment dirais-je, faire partager ces idées politiques, ça prend un temps également. Et qu'il faut, et surtout avec les nouvelles technologies d'information, il faut être vraiment dans la communication, dans l'information en permanence, qu'on est un homme politique pour pouvoir convaincre. Et c'est ce que moi, de mon côté, j'essaie de faire. Alors, la question que je vais vous poser, il va falloir faire attention puisque ça concerne un Saint-Trousien directement. Quand vous voyez ce qui s'est passé pour la visite de Mme Le Pen en Guadeloupe il y a 2 ou 3 jours, ça vous surprend quelque part ou d'autant plus que M. Toulassi, je crois qu'il est Saint-Trousien. C'est pour ça que je vous dis votre question. Votre réponse sera... Doublement. Oui, vous êtes doublement concerné. Alors, comment vous avez interprété l'action des groupes nationalistes à l'intention de Mme Le Pen et aussi la réaction de Oudi Toulassi? Moi, en fait, je refuse de me mettre, en fait, dans le camp, et je vais appuyer mes mots, on le souvient vraiment, de celles et ceux qui condamnent, en fait, l'action de l'ANG. D'accord. Déjà, voilà, premièrement. On peut débattre sur... Voilà. Et que je précise bien ma pensée. L'ANG a manifesté effectivement un certain nombre de contestations à cette occasion. Et j'ai l'impression que nous, en Guadeloupe, on avait oublié, d'accord, ce que c'est que l'extrême droite. J'ai l'impression effectivement qu'aujourd'hui, parce qu'on essaie de nous vendre en fait dans un paquet nouveau des idées extrémistes, qu'il faut l'accepter. C'est un paquet nouveau. D'accord, mais ce qui est à l'intérieur du paquet reste... C'est la même marchandise. C'est la même marchandise qui a toujours été. Oui. Et ça, il faut que nous, Guadeloupéens, nous en soyons conscients. Et quand, sur ce sujet-là, j'entends effectivement ce débat du pour et contre, je dis, mais attendez, on a un problème. Quand j'entends qu'on dit qu'il ne faut pas se retourner sur le passé esclavagiste, ça c'est derrière nous, on a un problème. Je suis désolé, vous construisez l'avenir de vos enfants en regardant dans le rétroviseur aussi. Si vous ne prenez pas leçon du passé, vous ne pouvez pas construire votre avenir de manière satisfaisante. Donc, je suis désolé, je refuse, d'accord, de condamner cet acte parce que ça reste dans une filiation depuis 1987. Et d'ailleurs, je désespérais de ne pas entendre quelque part, en fait, des protestations par rapport à cela. Pourquoi? Et que je explique très bien la chose. Ce n'est pas une question de passé esclavagiste seulement. D'accord? Ce n'est pas de rappeler effectivement que nous sommes une terre d'esclavage, qu'à un moment donné, à notre époque, on a considéré qu'on n'était pas des êtres humains. Nous, à partir du moment où vous aviez une couleur, c'était ça. Vous n'étiez pas considérés comme des êtres humains. D'accord? Donc, ce n'est pas là la question.
c'est contemporain aussi. Bien sûr. L'attitude, en fait, des mouvements et des personnes qui sont dans les mouvements d'extrême droite est également contemporain. En 1995, lors le 1er mai de 1995, on a oublié qu'un jeune Marocain avait été noyé dans la Seine. D'accord? On a oublié que le fondateur du Front National avait déclaré à l'époque que je crois à l'inégalité des races. Mais c'est faux! Oui. Et vous pensez que parce qu'aujourd'hui, on amène ça avec une couleur différente, que le fond n'existe pas. On voit seulement Marine Le Pen, mais il n'y a pas Marine Le Pen. Il y a tout le groupuscule qui ont tous ces mouvements. Ce sont eux les dangereux. Donc si, et plus ces partis vont faire des voix, plus ces partis, effectivement, pourront s'exprimer, pourront agréger des voix, plus les personnes qui ont des idées d'extrême droite rentreront, en fait, dans ce que j'appelle la réalisation, d'accord, de leurs idées. Par exemple, quand vous faites la file à la poste, c'était pas en 1848, ça, hein? Quand vous faites une file, vous êtes dans un bureau de poste à Paris et que vous faites la remarque, vous êtes passé devant moi, vous rétorquez que vous n'êtes pas dans votre pays. On n'a pas regardé que j'étais antillais. Hein? On n'a pas regardé que... On a simplement vu que j'avais une couleur différente et j'étais classé. D'accord? Quand vous êtes étudiant, quand vous cherchez un job, d'accord, vous allez dans les agences d'intérim et que vous constatez qu'il y a un problème et finalement dans le job, vous voyez que c'est simple, uniquement des personnes d'une couleur particulière, c'est-à-dire un peu plus claire, je dis, caucasien, qui sont pris. Ça, c'est du contemporain. Ouais. Quand en 2017, lors d'une propagande qui était décidée par les jeunes du Front National pour pouvoir effectivement promouvoir l'action de Marine Le Pen, choisissent dans une banque d'images, d'accord, des jeunes, et qu'on efface le seul noir qui était sur cette image, d'accord, on dit qu'il faut enlever le noir. Ça, c'est en 2017. Ça, c'est du contemporain. Nous ne sommes pas dans le passé esclavagiste. Donc, il faut à un moment donné se dire, oui, débat d'idées, certes, mais je veux le débat d'idées à partir du moment que tu me considères comme un être humain qui est capable de s'exprimer. Mais à partir du moment où tu me considères comme un être humain, que je ne suis pas un être humain déjà, et que tu considères que je suis pas je n'ai pas la voix au chapitre, simplement que parce que j'ai une couleur différente, je te dis non. Je te dis non, ce n'est pas démocratique. La démocratie, c'est pouvoir écouter tout le monde, quel que soit leur pigmentation. Alors, dernière question avant qu'on parte, est-ce que vous avez été surpris de l'échec de Mme Taubira à la présidentielle française? En fait, oui et non. C'est vrai que Mme Taubira s'y est pris un peu tard. En matière, elle s'est décidée assez tard et c'est vrai que la présidentielle oublie bien souvent qu'il y a cette étape décisive qui est le parrainage et qu'il faut travailler bien en amont. Et moi, personnellement, je lui ai accordé mon parrainage. Donc, j'ai signé pour Mme Taubira. Non seulement parce que je considère que, justement, si on fait le lien avec le Front National, la France est en diversité. La France est de la diversité. Ok. J'ai trouvé qu'il fallait que la diversité soit représentée dans l'élection majeure que constitue l'élection présidentielle. Et c'est ce qui a justifié mon parrainage personnel à Christiane Taubira. Et d'ailleurs, avant, nous avions déjà eu une réunion, le président Chalus avait donné, nous avait donné totale liberté dans nos parrainages, hein, d'accord. Donc, nous, on était autonomes par rapport à cela. Donc, voilà, c'est parce que je voulais que cette diversité de la France soit exprimée là, dans cette élection majeure, que j'ai accordé mon parrainage à Christiane Taubira, surtout que je suis dans une filiation aussi, parce que j'ai travaillé beaucoup, et tu le sais, sur les questions de la diversité. Donc, pour moi, en fait, il s'agissait d'une cohérence. Mais on confond bien souvent le vote et le parrainage. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et le parrainage, ce sont les grands élus qui disent que je reconnais en tel ou tel candidat, d'accord, la capacité de porter le destin de la France, même si on ne partage pas ses idées. D'accord ?
Et le parrainage, c'est également pour pouvoir effectivement éviter que des candidatures farfelues, déjà, et des candidatures aussi qui sont en dehors du cadre républicain. C'était ça à l'origine. Oui. Et on doit se poser des questions. On parle de l'ANG. Mais si on ne fait pas ces actions-là, en fait, et si on ne monte pas au créneau par rapport à ces idées extrêmes, le petit maire de la zone rurale, d'accord, qui a l'habitude de parrainer le Front National, qui a l'habitude de parrainer un candidat, on ne le ramène pas à ça, à son choix. Et depuis quand même pas mal d'années, on voit effectivement que nous avons des candidatures d'extrême droite, des personnes qui sont quand même, je dirais, en dehors des valeurs républicaines, arrivent quand même à se présenter à l'élection présidentielle, alors que le parrainage servait de filtrage. Donc, il y a un gros problème sur... ici, là, vraiment, il faut mesurer la gravité de ce qui se passe, parce que c'est ancré, en fait. Parce que quand on est parrainé, c'est que vous avez des personnalités politiques de la France profonde, d'accord, qui vous a parrainé, et qui, eux, forcément, partagent un certain nombre d'idées qui sont en dehors de la République, et il conviendrait peut-être qu'un travail soit fait sur le sens du parrainage à l'élection présidentielle. Malheureusement, c'est trop tard. Oui. C'est trop tard. Et nous, Guadeloupéens, on doit se défendre. On doit trouver un moyen de pouvoir alerter aussi. Et c'est pour ça que je refuse de condamner l'acte de l'ANG, parce que je considère que ne rien faire aurait été quelque part, je pense, plus grave. Ne rien faire. Et donc, voilà. Donc, j'espère que je me suis bien fait comprendre à cet égard, en parlant de Rodi. Oui. Bon, Rodi, je le connais, je le croise. J'imagine. D'accord. Donc, j'ai quand même, effectivement, c'est quelqu'un pour qui j'ai un peu de sympathie. D'ailleurs, voilà, pour être franc avec vous, il m'a envoyé un message quand j'ai choisi de parrainer Taubira, pardon. Oui. J'ai reçu un message de Rodi, Tolassi. Voilà, parce qu'il a trouvé que c'était un acte positif pour lui. Positif. Oui. Mais je lui dis aujourd'hui, solennellement, que j'estime que certes on peut défendre des idées, mais je pense qu'il faut davantage faire. Je l'ai entendu ce matin sur RCI oui. Parler de racisme à son égard. Je pense qu'il devrait causer davantage ce que c'est le racisme, ne pas simplement en fait regarder par rapport à sa personne, mais de manière plus globale. Et peut-être que ça lui permettra de, comment dirais-je, dans les années futures, à se resituer. En un mot, et on va terminer là-dessus, mais vraiment très rapidement, ça vous étonne l'évolution de la Guyane aujourd'hui? Vous avez entendu que M. Serville, qui a pris le pouvoir au régional, enfin aux élections territoriales, dirige son pays de plus en plus vers une autonomie par rapport à la France. Ça vous surprend? C'est une logique. Hein. Ça rentre dans la logique qu'ils ont entamée depuis les derniers événements, et surtout depuis la dernière réforme institutionnelle. Les Guyanais sont conscients aujourd'hui que la Guyane représente une certaine richesse. Oui. D'accord? Et que peut-être qu'ils se rendent compte aussi que la manière dont le territoire est gouverné actuellement ne permet pas le développement autochtone de la Guyane. On y reviendra, Jim Lampé, puisque j'ai eu l'occasion de vous recevoir pour parler un petit peu de votre spécialité, puisqu'il faut le dire, vous êtes universitaire, vous êtes aussi un chercheur en matière audiovisuelle, et je pense que le paysage audiovisuel antillo-guyanais mérite un focus, et on aura l'occasion de vous recevoir. Voilà, il est 13h02. On prend la première pause, et on se retrouve tout à l'heure avec notre prochaine invitée. Il s'agit de Barbara Montpierre, la chronique à la rencontre de, je crois, c'est tout à l'heure après la pub. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Nous sommes déjà à l'heure 13h05 et Barbara est là. On est content de la revoir. Bonjour Barbara. Bonjour Daniel. Il y a bien longtemps que tu n'avais pas vu. Hein. Oui, ça passe. Ouais. Ça fait déjà 3 semaines. Oui, 3 semaines, c'est long. Mais on est content de te revoir. Et aujourd'hui, tu nous parles des attentes tout seul libéré de l'amour. Mais avant, on va voir le générique. C'est parti.
Bien, alors, dépasser ses attentes pour libérer l'amour. Alors, la première chose que je demandais, vraiment, est-ce qu'on peut parler des attentes et de l'amour? Est-ce que ce sont des choses qui sont proches ou éloignées? Comment on interprète ça? Eh bien, alors déjà, je tiens à dire bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis vraiment ravie d'être là. Et pour le coup, j'attendais. Oui. Ah, tu attendais? J'attendais de vous revoir. Wow. Voilà, mais de façon vraiment positive et parce que j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Donc, je suis très heureuse et j'espère que vous avez pris le temps de prendre soin de vous. Je le crois. Hein? Oui, mais ça s'appelle bien-être, hein, la chronique. Hein, donc, à la rencontre de soi, pour le bien-être, c'est normal. C'est ça. Alors, pour revenir sur le sujet des attentes et de l'amour, eh bien, c'est lié. C'est souvent lié et c'est dans ce sens que j'ai choisi ce titre. Hein, donc, dépasser ses attentes pour libérer l'amour, puisque les attentes peuvent être un frein à l'amour. Ah bon? Mais oui, et oui, un frein à l'amour envers soi-même, mais aussi envers les autres. D'accord. Je suis sûre que si on réfléchit comme ça, on a plein d'exemples. Je ne sais pas si là, par exemple, Danick, je te dis que je suis très heureuse de te voir. Oui. Je n'ai pas été dans l'attente que tu me dises, ah mais Barbara, je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui, tu nous as manqué. Tu as dit hein, que ça faisait longtemps que je ne suis pas venue sur le plateau. Donc il y avait une attente. Il y avait une attente. Et tu vois, cela étant dit, l'attente, elle a été exprimée, elle a été verbalisée, que ce soit par toi ou par moi. Nous n'avons pas eu de frein, de blocage par rapport à différentes choses que je vais détailler tout à l'heure. Tu vois? Donc effectivement, et c'est un sentiment d'amour que nous avons partagé, de bienveillance, puisqu'il n'y a pas eu de frein pour que nous puissions nous dire, nous sommes heureux de nous retrouver, comme je l'ai dit d'ailleurs aux téléspectateurs aussi aujourd'hui. Alors, comment tu définis l'attente alors? Eh bien, écoute, moi, tu sais que j'aime bien prendre la définition. Hein, donc, oui. en fonction du Larousse, littéral, base, hein, littéral. Voilà. Donc, attendre, c'est l'action d'attendre quelque chose de quelqu'un ou quelqu'un. Par exemple, être dans l'expectative de quelque chose. Un temps, un délai durant lequel on ne fait rien et on est dans l'attente. Donc, c'est de façon très littérale. Oui. Et tu comprends bien que quand on dit ça, eh bien, on peut avoir aussi certaines connotations. Eh bien, quand on dit d'attente, on va penser peut-être à la frustration, au stress. Bien sûr. Donc, tout ce qu'il peut y avoir, justement, qui peut être engendré de façon négative et qui vont avoir des effets sur le corps. Tu as une idée comme ça qui te vient, Danick, d'attente? Bon, par exemple, si je dois partir quelque part, je dois prendre l'avion, et l'avion est en retard. Voilà. Et pour l'avion doit me conduire quelque part où quelqu'un m'attend, où je suis attendu. C'est ça. Alors j'attends l'avion, mais on m'attend de l'autre côté. Et de l'autre côté, de mon côté, je suis frustré. Tu vois? Oui. Voilà. Donc là, c'est vraiment un exemple où en plus, tu as pris un facteur du coup sur lequel tu ne peux pas forcément agir, à savoir les éléments extérieurs, l'avion. Oui. L'avion, le retard, tu ne peux pas nécessairement agir. Mais par contre, le point sur lequel tu peux agir, c'est toi. Oui. Toi et les personnes qui t'attendent. Oui. Alors, qu'est-ce que je fais? Je leur envoie un texto pour leur dire je serai en retard de 2-3 jours, de 3 heures, ou qu'est-ce que je fais? Tu vois, c'est un exemple qui semble tellement littéral et simple, mais pour autant, si on se laisse figer, frustré par l'attente, eh bien, on peut sortir de nos capacités. On ne sera pas dans un état normal. La dernière fois, j'ai parlé des émotions. Tu te souviens lors de la chronique spéciale femmes. Et il est vrai que les émotions peuvent nous jouer des tours si, justement, cette fameuse attente génère, et on la laisse générer en nous frustration, stress, ce qui va être bloquant même physiquement pour nous. Tu vois? Donc, c'est en ce sens que les attentes peuvent être un frein, un gros frein, donc à notre bien-être, à notre épanouissement, et sans compter toute la notion de bonheur qu'il y a derrière. Hein. J'ai envie, parlant de bonheur, de prendre un autre exemple pour imager. Oui. Hein? Danick, eh bien, écoute, tu étais dans l'attente, tu attends toujours, l'appel de ta compagne, de ton épouse. Oui. Bon, alors, il y a l'attente, les heures passent. Ça passe, hein? Oui. Bon, tu regardes ton téléphone. Bon, il faut envoyer message par moi. Il faut téléphoner moi. 2 jours à attendre. Mon Dieu, 2 jours, c'est même pas 2 heures, 2 jours. 2 jours. Alors, 2 jours à attendre depuis vendredi, en disant criez-moi, criez-moi. Bon, tu vois, c'est un exemple très fort. Mais tu imagines depuis vendredi, qu'est-ce qui se passe? On rumine, on réfléchit. Ça génère des émotions, justement, qui vont générer des frustrations. Même de la colère. Ah oui, mais on va arriver à la colère. Comment ça se fait? Il y a un téléphone là, il va crier-moi. Et qu'est-ce qui sort après? En pété crier. OK, attendre, je vais attendre qu'elle m'appelle. Eh bien là, qu'est-ce qu'on se fait? On est en état de blocage. On se bloque. Du coup, ça réfrène l'amour, puisque pour le coup, il y a de l'amour entre ta compagne, ton épouse et toi. De son côté, peut-être que la personne est elle-même dans la même disposition que toi dans l'attente. Et du coup, tu ne vas pas l'appeler non plus. Et là, c'est l'orgueil qui prend le dessus, l'ego. Et qu'est-ce qui se passe? On n'est plus du tout dans l'amour. Oui, tu vois? On est dans quoi à ce moment-là? Eh bien, c'est l'ego. On est dans l'orgueil, l'ego, et puis la manifestation des émotions avec le versant négatif qui procure du mal-être, frustration, colère.
séparation, tout ce qui va derrière. Mais alors, tu vois? je pose la question, est-ce qu'il y a un médicament? Bien sûr qu'il y a des médicaments. Après, évidemment, il faut, tu as pris l'exemple de l'avion tout à l'heure, hein, donc il y a des choses qui sont des impondérables. Pour autant, comme on disait, la personne qui peut agir sur elle-même, c'est moi-même. Moi-même, oui. Voilà. Donc, alors, juste avant d'arriver sur les éléments qu'on peut déclencher, hein, j'aimerais juste, si tu me permets, préciser pourquoi nous sommes dans cette notion d'attente. D'accord. Voilà, donc rapidement, pourquoi? Mais plusieurs choses. Il y a notre éducation. C'est vrai qu'on peut avoir, quand on était enfant, eh bien, quand on était enfant, nos parents faisaient pour nous. Oui. C'était naturel, c'est un phénomène naturel. Nous avons eu certaine éducation. Nos parents peut-être nous ont aussi gâtés ou non, tout dépend. Hein? Donc, il va y avoir l'éducation qui va jouer, ce qui va faire qu'en grandissant, on va regarder ce mécanisme de se dire, ben, en fait, ben, c'est un dû, en fait. Ouais. Finalement, ben, on doit... il doit, normalement. ou elle doit. Voilà. Par rapport à notre visualisation, notre carte de la réalité, notre perception, eh bien, on va se dire, mais c'est normal. Attends, mais depuis le temps qu'elle ne m'a pas appelé, c'est normal. Elle doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui m'arrive. Il faut qu'elle m'appelle. Oui. Tu vois? Donc, on sera dans un schéma normatif qui, finalement, n'est pas la réalité parce qu'on aura une éducation qui nous aura quelque part aussi moulé dans cette dynamique. Oui. Tu vois? Oui. Donc, ça voudra aussi dire, si tu veux, en étant dans l'attente, qu'on va, en quelque part, donner le pouvoir à une autre personne sur notre bonheur et notre bien-être. Tu vois? Donc, ce sont des choses aussi qui sont importantes à comprendre. Donc, bien entendu, déjà prendre conscience. Hein, donc là, j'arrive maintenant aux facteurs que nous pouvons mettre en œuvre. Oui. Prendre conscience de nos attentes. Savoir si on est dans du besoin ou dans du désir. Je m'explique. Oui. Si j'ai envie finalement, parce que ce qui est derrière le fait que tu regardes ton téléphone et que madame ne t'ait pas encore appelé, ou là, ou qu'attendre, on a piqué crier. Ce qu'il y a derrière, puisque tu as une réaction, on rappelle l'émotion, c'est une réaction à un stimuli. Quand je dis stimuli, eh bien, il y a eu l'événement, c'est une forme, ça peut être une agression ou un événement qui va me faire réagir physiquement et émotionnellement. Eh bien, si je me dis que, qu'est-ce qu'il y a derrière? Si je réagis comme ça, il y a une blessure, il y a quelque chose qui m'a blessée. Laisse-moi aller plus loin, parce que si ça se trouve, elle-même est dans la même situation que moi à se dire, mais pourquoi le temps passe et on se met en colère, on n'est pas bien. Laisse-moi lui envoyer un message. Oui. Laisse-moi faire le pas, envoyer un message pour savoir qu'est-ce qu'il y a, est-ce que tout va bien, pour enclencher justement la conversation. Tu vois, j'ai pris un exemple fort de couple. C'est un exemple très, très humain que tout le monde vit au quotidien. C'est ça, mais je peux le prendre pour le travail, sûr. Travail, pour la famille, pour un collègue. C'est-à-dire que je me responsabilise. Voilà, donc je prends conscience de mes besoins. Donc je dis, attends, donc derrière l'attente, il peut y avoir un besoin ou encore un désir. Je prends conscience de mes besoins, de mes désirs. Je me responsabilise. Qui est-ce qui peut y répondre? Bien, premièrement, c'est moi. Oui, voilà. Pour y répondre, qu'est-ce que moi, je peux combler seul? Donc, ça me renvoie à l'amour de moi-même. Oui. Puisque souvent, quand on donne à l'autre le pouvoir sur un besoin, c'est quelque chose qu'on n'a pas comblé nous-mêmes. Donc, je vais aller m'interroger justement sur qu'est-ce que j'ai pas fait? Je me recentre sur moi. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Quel besoin j'ai pas comblé? Comment je peux y répondre? Premièrement, moi. Oui. Accepter de dire, je me responsabilise, je me recentre sur moi, et puis, je me fais du bien. Je me fais plaisir, je parle souvent de plaisir, de bien-être. Eh bien, je commence par moi-même, je me recentre sur moi. Hein, pour le recentrage, tu te rappelles des 4 R? Non. Réactivité. Alors, la réactivité, oui, tu as la réaction. Donc, ce sera là, on est sur le dernier R. On va commencer par relax. Relax, oui. Voilà, je respire. Relax, respire. Oui. Donc, relax, la position qui me détend, je respire. Après avoir respiré, je vais pouvoir réfléchir et réagir. Oui, voilà, donc, réflexion et réaction. Voilà, la réaction ne vient qu'en ne devrait venir qu'en dernier. Oui, c'est le dernier stade. Comme ça, j'arrive à me vider de tous les poisons émotionnels qui ont été générés par les attentes. Et donc, je me dis, si elle ne m'appelle pas, c'est pas trop grave, c'est ça? Mais en fait, déjà, quand tu auras fait ce temps de respiration, tu verras que tes émotions vont moins te guider. Tu vas pouvoir réfléchir mais si ça se trouve, il y a quelque chose de son côté qui ne va pas. Donc, du coup, je fais le pas, je me responsabilise et je fais le pas pour communiquer avec l'autre, formaliser mon besoin, dire, eh bien, c'est ça, on t'a envie de vous. Ouais. Donc, tu vois? Donc, ça peut sembler comme ça, très anodin, mais ça va être important pour qu'on puisse se sentir mieux. Tu vois? Et puis, reprendre le pouvoir, justement, sur nos différents besoins et nos désirs. Alors, ensuite, tout à l'heure, j'ai parlé du fait de s'aimer, puisque j'ai dit que tout à l'heure, souvent, quand on a des attentes et qu'on donne à autrui, en fait, finalement, le pouvoir, de pouvoir décider ou non pour nous, eh bien, c'est souvent ça cache aussi derrière un manque d'amour pour soi-même. Tout à fait.
Voilà, donc ce qui va être intéressant, c'est de s'interroger aussi pour savoir, mais pourquoi j'attends ça de la personne? Ouais. Pourquoi j'attends ça? Finalement, est-ce que réellement c'est un besoin? Est-ce que je ne peux pas y répondre moi-même? Tu vois, donc on va s'interroger. Et finalement, souvent, si tu regardes, on associe, hein, on va faire pour attendre un retour. N'est-ce pas, Dani? Oui, en général, c'est ça. En général, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va dire, moi, si j'ai fait, j'ai quand même fait ça, j'ai fait la vaisselle. J'ai fait le geste. J'ai déjà fait le geste. Oui. Mais il faut que la personne doit me renvoyer l'ascenseur. Il faut qu'on me renvoie l'ascenseur, tu vois. Et en fait, quand on est dans ça, c'est qu'on est dans une forme d'attente. Et ça peut, encore une fois, nous emmener à de la souffrance, de l'incompréhension, surtout si on a du mal à exprimer et qu'on garde. Tout à fait. Tu vois. Donc, ce qui va être bien aussi, c'est d'être en phase avec soi-même. Moi, j'ai une tendance à être très empathique et à vouloir aider l'autre. Si c'est un besoin auquel je réponds, eh bien, je fais. Je n'ai pas besoin d'attendre en retour, puisque de toutes les manières, en faisant, en étant bienveillant, la bienveillance attire la bienveillance. Bienveillance, oui, bien sûr. Tout simplement. Donc, c'est important d'être en phase avec soi-même. Ne pas laisser justement ces fameuses pensées, les croyances limitantes de notre éducation, nous empêcher d'être nous-mêmes et de faire ce pourquoi nous sommes positif, d'être positif. D'être positif. Et tu vois, ça fait partie de cela aussi pour cultiver justement la dynamique et l'esprit positif. S'aimer. S'aimer. Donc, si je m'aime, je donne parce que je souhaite donner, pas parce que je suis un mendiant de l'amour, c'est-à-dire que je vais donner pour qu'on puisse m'aimer, c'est pas pareil. Oui. Tu vois? Je m'aime, je donne parce que j'ai ce souhait-là et que ça correspond à ce que j'ai envie et besoin de faire. Et je n'attends pas nécessairement en retour. Parce que en me libérant de l'attente, eh bien, les personnes qui seront en face, puisque je ferai de tout cœur ce que je fais, vont se dire, ah ben oui. J'aurais bien fait telle chose pour Danick. J'ai bien envie d'envoyer un message à Danick pour prendre de ses nouvelles. Il me fait tellement de bien, il est tellement vrai, naturel, égal à lui-même. Tu vois, c'est un exemple fort, hein? Oui, c'est très fort, très fort. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, si tu t'aimes et tu es en phase avec toi-même, fais ce que ton cœur te dit de faire, tout simplement. Et en allant justement dans cette dynamique, en cette quête pour le recentrage envers soi-même, se recentrer sur soi, et puis on apprend à se découvrir et à dépasser ses attentes. Et ses frustrations. Et ses frustrations, exactement, Dani. Voilà, tout à fait. C'était vraiment un bonheur d'entendre ça parce que souvent dans les relations humaines, il y a ce processus d'attente. Tout à fait. Qui crée donc des effets négatifs, frustration, colère, détestation, etc. Alors qu'il suffit quelquefois d'un simple geste de bienveillance. C'est ça. Pour rebooster la communication. Et ce n'est pas chose aisée, hein? C'est pas facile, faut de skier, c'est pas facile, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il y a un temps où il faut prendre conscience. Tout à fait. C'est-à-dire prendre, comme à chaque fois je dis, hein, quand je répète pour les 4 heures, même si ça fait répétition, mais c'est nécessaire, c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est-à-dire que ça permet de prendre un temps, on fait une pause. À chaque fois, on prend une pause pour respirer. Voilà, se relaxer, respirer. Se relaxer, respirer, réfléchir et réagir. Oui. Dans tous les cas, en fait, ça va être important. Et se libérer de l'attente, ça va être vraiment de se dire que je me recentre sur moi. Je me recentre sur moi, sans être égoïste. Ça, c'est encore un autre sujet, éventuellement, de on en parle un jour. Avec grand plaisir, Dani. Barbara, la lumière. Tu es lumière, vous êtes tous lumière. L'essentiel, c'est de croire en vous et de vous dépasser. C'est lumière qui nous dépasse. Voilà, 13h22. Merci, Barbara. Merci. On retrouvera très prochainement, j'espère. Et pour l'instant, on va revenir un petit peu à l'actualité. Un sujet qui intéresse la femme ou les femmes. La femme et l'endométriose. C'est une maladie qui est quelquefois très douloureuse pour les femmes. Et donc, il y avait une matinée au lycée Aron. Nicolas Hatchi était là-bas. On regarde. Nous avons 85% quand même de notre public qui est féminin. Donc pour nous, il était important que cette matinée se tienne parce qu'à demi-mot, nos élèves ne nous disent pas toujours leurs souffrances, mais ne posent pas, les diagnostics ne sont pas toujours posés parce que les familles ne sont pas toujours au fait non plus. Et un peu comme je l'ai dit dans mon accueil, mon mot d'accueil, souvent on dit t'es trop momolle, t'es trop... alors tu as un prétexte. Et pour nous, il n'y a pas de prétexte face à la maladie. Il faut prendre en compte la maladie, il faut l'expliquer. Et il faut que toutes les instances prennent à bras le corps cette problématique de l'endométriose. L'endométriose est une maladie chronique. C'est une maladie qui commence très tôt, depuis les premières règles jusqu'à la ménopause. Donc il faut que les jeunes soient informés pour qu'elles se prennent en charge, ou que les parents aussi soient sensibilisés pour que les enfants soient pris en charge correctement.
Les douleurs de règles, souvent appelées douleurs de règles, peuvent vouloir dire endométriose. Justement, c'est le premier signe qui emmène les jeunes, les adolescentes à s'arrêter, ne pas aller à l'école. Elles ont très mal. Au début, ça tient encore. Les parents donnent quelques comprimés et ça tient, mais au fil des années, la pathologie s'aggrave et ça s'accompagne d'un absentéisme scolaire important et quelquefois un absentéisme aux examens. Et ça, c'est très important. Je trouve cette matinée très intéressante parce que moi-même, je pense en souffrir. On est en train de faire les démarches pour découvrir si c'est bien ça. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est pas assez reconnu. Et je pense que c'est une maladie importante qu'il ne faut pas négliger. Actuellement, tout le monde est un peu sensibilisé. Mon rôle aujourd'hui, ici aussi, c'est sensibiliser encore plus la jeunesse, mais aussi le personnel enseignant qui est présent, parce que nous devons diffuser l'information et puis répondre aux questions des jeunes, parce qu'elles ont certainement plein de questions. Et je serai là, j'essaierai d'être à la hauteur des jeunes pour pouvoir répondre à leurs questions avec des mots qui ne sont pas forcément des mots médicaux, mais des mots qui leur permettent de comprendre l'enjeu. On tenait aujourd'hui à partager cela avec les élèves et leur faire prendre conscience que ce n'est pas normal de souffrir et nous devons tous rester unis contre la maladie. C'est quoi ce réchaud solaire que Michel Pioche nous présente? C'est la question qui lui a été posée par Nicolas Atti. On regarde ce sujet et on revient vers vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une méthode pour faire à manger à partir du soleil, à l'aide d'un miroir, un miroir parabolique, en utilisant le soleil direct. Et la cuisson dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la cuisson à partir de vapeur, la cuisson vapeur. Alors voilà comment ça se présente. Nous avons un miroir parabolique qui concentre tous ces rayons en dessous de là. Là-dedans, nous avons de l'eau. Au fond, il y a de l'eau et 3 niveaux de nourriture. Il y a du poisson, des légumes et des légumes. Et j'ai commencé là à 10h. Il est 11h moins le quart, tout est cuit. Alors c'est ça, il faut que j'aimerais que les gens ils soient conscients de ça. On peut faire à manger tout à fait gratuitement à partir du soleil qui est sur nos têtes. Alors maintenant, on va voir ce qu'il y a dedans. Maintenant que c'est cuit, je pars avec. Et on va manger. 30 minutes après, nous obtenons 2 plats pour 2 adultes. Une cuisson, nous avons du poisson, du marlin. Nous avons des légumes, des patates, des ignames, des bananes. Et ça ne coûtait strictement rien du tout. Nous avons utilisé le solaire. La nourriture est parfaitement bien cuite. Et on va maintenant la goûter. On verra bien quel goût elle a. Parfaitement bien cuit. Le poisson est bien cuit. Les légumes impeccables. En 30 minutes de vapeur. La cuisson vapeur, c'est une des meilleures cuissons qui existent. Alors pourquoi s'en priver? C'est la bonne question. Ici, on ne peut pas se passer de ça. Cette énergie est trop importante. Il y a 2000 watts là. 2000 watts, ça fait 20 ampoules de 50 watts. Vous voyez, c'est énorme ça. S'il fallait faire la même chose, c'est-à-dire alimenter une plaque chauffante pour obtenir 2000 watts à partir de cellules photovoltaïques, ça ferait plein de cellules photovoltaïques. Ça coûterait au moins 5000 € pour faire un peu la même chose que je fais là, pour 500 € ici, 400 €, 500 €. Et beaucoup de travail pour les Guadeloupéens, c'est-à-dire c'est une technologie qu'on peut développer ici, il n'y a rien d'extraordinaire ici, même si c'est bien fait. Il faut avoir de bonnes connaissances en mathématiques pour faire ça, mais c'est à la portée de plein de gens d'ici. Les élèves de terminale en scientifique, j'ai déjà exposé tous ces calculs pour des élèves qui comprennent parfaitement. Les jeunes peuvent trouver énormément de boulot avec ça. On peut manger matin, midi et soir avec ça. On ne peut pas ignorer une telle puissance. C'est impossible. Ok? C'est le message d'aujourd'hui. Tu as vu ça? Tu as vu comme ça s'est enflammé? L'application du soleil et du soleil. 13h28, on prend la deuxième pause de pub et on se retrouve tout à l'heure avec M. Victor Venitoulou. Il est déjà là. À tout de suite. Voilà, il est 13h35 pratiquement. Vous êtes toujours avec nous dans le ZCL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir Victor Venitoulou, qui est président de la commission numérique de la CCIG. Le numérique, c'est nécessaire puisque vous savez, depuis la crise sanitaire, beaucoup de
commerçants ont dû, bon gré mal gré, se mettre au numérique. Et aujourd'hui, la CCI impulse un véritable, j'ai envie de dire, pas un commando, mais on va dire une nécessité pour les commerçants. Alors, je pose la question, avant même d'entrer dans le cœur du sujet, est-ce que vous avez le sentiment que les commerçants guadeloupéens entrent dans le numérique de plein pied? Bonjour Monsieur Zandronis, bonjour la Guadeloupe. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, il faut considérer les chefs d'entreprise, pas seulement les commerçants, les chefs d'entreprise de manière la plus large possible, en deux catégories. Il y a la première catégorie de ceux qui sont déjà informatisés, qui sont déjà sensibilisés à la chose. C'est les grands groupes, c'est... Oui. Ceux-là, c'est pas la peine de les convaincre. Problème, ils ont tout un staff. Voilà, ils ont tout le staff qu'il faut. Les professionnels avec eux-mêmes ne sont pas convaincus, mais ils ont le staff qui les pousse. Qui fait le job. Et puis, il y a tous les autres chefs d'entreprise. Les TPE, ceux qu'on appelle les TPE, les très petites entreprises. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Où il y a plusieurs freins. Il y a la peur de l'inconnu, il y a la peur du changement, il y a les moyens financiers à mettre en œuvre pour cette informatisation. Et puis, il y a surtout, si l'informatique prend le pas dans mon entreprise, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, tout cela ont besoin d'être... Il y a une peur. Ont besoin d'être entendus, écoutés et rassurés. Et alors, à ce niveau-là, la CCIG a décidé d'impulser un petit peu, d'accompagner ces chefs d'entreprise, c'est ça? Alors, c'est un virage totalement nouveau que nous avons pris à la commission numérique avec tous les membres de la commission numérique. J'en suis le président, mais il y a d'autres membres élus et même d'autres personnes externes à la CCI qui sont présents. On a décidé, en fait, de faire le chemin à l'envers. D'habitude, on disait aux entreprises, aux chefs d'entreprise, venez à la CCI, écoutez la bonne nouvelle, écoutez un expert de je ne sais quel domaine, vous expliquer comment vous n'avez pas le choix, comment il va falloir faire la transition numérique. C'est le changement. Si vous ne faites pas ce changement, vos entreprises seront mortes. Enfin, tout ce qui fait très peur, en fait, aux chefs d'entreprise qui ne sont pas encore convaincus. Et nous, on a décidé de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire de dire aux gens, nous allons venir chez vous, dans vos communes, dans vos régions, on va venir écouter vos peurs, vos envies, vos besoins, quelles sont vos réticences, pourquoi vous feriez pas, d'abord. Et ensuite, quand on vous aura entendu, on va mettre ça en forme. Alors évidemment, parler du numérique, c'est jamais très sexy. Vraiment, l'informatique, c'est tout sauf sexy. Surtout pour les gens qui ne connaissent pas. Surtout pour les gens qui ne connaissent pas, c'est pas très sexy. Et donc, on aura avec nous pas de techniciens de haut vol qui vont venir faire une grande démonstration sur le dernier logiciel de paie ou de gestion humaine ou de comment optimiser Excel. C'est pas ça du tout le but de ces premières rencontres. Le but de ces premières rencontres, c'est vraiment de rendre ça sexy et interactif entre les chefs d'entreprise et nous, la CCI, pour leur apporter demain, mais pas tout de suite, demain, les solutions qu'ils voudront. Et on aura avec nous un modérateur, quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, d'animer les débats, et puis de faire parler les gens, de les faire exprimer ce qu'ils ressentent. On aura évidemment avec nous des techniciens qui entendront les choses. Vous voyez, il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un technicien qui me disait « Mais je ne comprends pas pourquoi les chefs d'entreprise en Guadeloupe n'arrivent pas à franchir le pas, pourquoi ils ont peur. » Et il me disait que pourtant la transition numérique, c'est obligatoire. Je lui dis « Ben voilà, la transition numérique obligatoire, c'est exactement ce qui fait peur à ceux qui ne sont pas encore prêts. » Et je sais de quoi je parle. Je suis ingénieur informaticien de formation dans une précédente vie. Mon père m'a payé 6 années d'études et il n'a jamais voulu s'informatiser. Ah bon? Jamais. Je lui ai fait un programme, je lui ai expliqué tout et en fait, il m'a expliqué, quand j'avais tout fini, il m'a tout laissé faire. Et quand j'ai tout fini, il m'a dit, mais à quoi ça sert? Alors quand j'ai commencé à lui expliquer à quoi ça pourrait servir, etc., il m'a regardé avec ce regard qu'ont les gens de bon sens, vous savez, qui n'ont pas attendu les jeunes pour réussir dans leur vie. Et il m'a dit, mais si on fait ça, à quoi que ça vit? Oui, c'est ça. C'est ça la grosse question. Ça m'a désarçonné, complètement désarçonné. Oui. En fait, voilà quelqu'un qui avait réussi sa vie sans informatique, sans l'aide de personne, comme tous nos parents ont fait. Ils ont travaillé, ils ont réussi plus ou moins bien dans leur domaine. Et puis, brutalement, on leur explique que sans ça, ils ne sont rien.
Et ça passe très mal. Et j'expliquais donc à ce technicien que ce n'est pas la bonne méthode et que moi, j'ai eu la chance d'être des deux côtés de la barrière, informaticien et puis d'une famille avec un père qui refusait cet outil. Et donc, je pouvais entendre les deux choses et que je savais en fait qu'il fallait venir en expliquant aux gens que l'informatique n'est pas un ennemi. Et il y a quelques jours, un membre de ma commission numérique me disait « Moi, j'ai très peur de l'informatique. » Et je lui dis, est-ce que tu as WhatsApp? Il me dit oui. Je lui dis, est-ce que tu comprends qu'en ayant WhatsApp, tu es informatisé? Il me regarde avec des grands yeux. Je dis, mais oui, c'est le début de l'informatique. Il ne faut pas voir l'informatique comme étant une grosse machine qui va contrôler nos vies, etc. C'est pas ça. Parfois, c'est des choses très simples. Envoyer... Par exemple, les pêcheurs, on sait aujourd'hui que de nombreux pêcheurs, quand ils sont au large des côtes, avec leur GPS, ils savent exactement où aller chercher leurs poissons. S'ils me disent qu'ils sont hostiles à l'informatique, je dis, vous avez un GPS, donc c'est de l'informatique. Et puis, quand ils ont pêché du poisson, ils ont une base de clients. Ils leur envoient un SMS en leur disant « Je serai au port dimanche à 10h du matin, ça qui voulait d'Oradvin, ça qui voulait de ton... » Enfin, voilà. Et donc, c'est un début d'informatisation. Évidemment, ce n'est pas complet. Évidemment, on peut mieux faire. Évidemment. Mais le but de ces rencontres du numérique, c'est de démystifier complètement cette peur, cette crainte, cette appréhension de l'informatique, de telle façon que tous les chefs d'entreprise, tous les petits chefs d'entreprise, et ça n'a rien de péjoratif de dire petits chefs d'entreprise, tous les petits chefs d'entreprise se sentent partie prenante de l'affaire. On a vu durant la pandémie dernièrement à quel point on a souffert en Guadeloupe parce que l'autorité nous donnait le droit de faire du click and collect et du call and collect. Mais combien de chefs d'entreprise ne savaient pas ce que ça voulait dire déjà avant de le faire? Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Et puis après, quand on leur a expliqué, ah oui, mais ça veut dire qu'il faut que j'ai Facebook, un ordinateur, un machin, etc. J'ai pas forcément ça. Et donc, il y a toute une partie à mettre en œuvre. Et ces rencontres du numérique sont en fait la première partie du travail. La deuxième partie, ça va être d'amener ces chefs d'entreprise, après avoir entendu leurs doléances, leurs peurs, leurs craintes, leurs réticences, de les amener vers les nouveaux produits que la CCI propose, c'est-à-dire les Open Coffee, où il y a une sensibilisation à un secteur bien particulier, ou alors aux boosters numériques, qui sont des formations que la CCI dispense exclusivement réservé aux chefs d'entreprise en petits groupes sur un thème bien précis. Ça s'appelle les boosters numériques. Et il y en aura toute l'année désormais. On va remettre ça en place. Malheureusement, avec la crise Covid, évidemment, tout ça avait... Alors, Victor, la question, puisque j'imagine qu'il y a des chefs d'entreprise qui vous regardent et qui vous écoutent en ce moment. J'espère. Oui. Ils se disent, oui, mais c'est bien beau, mais comment ça va se passer concrètement? C'est-à-dire, la CCI vient chez moi, il veut frapper à ma porte, à mon entreprise, comment ça va se passer? Alors, ça va se passer de la façon suivante. Nous allons, avec la commission numérique, faire le tour de la Guadeloupe. Et quand je dis le tour, c'est vraiment le tour. Guadeloupe et dépendance. Marie-Galante, Désirade, Les Saintes, nous irons partout. Là, pour la première rencontre se déroulera le 6 avril, le mercredi 6 avril, de 18h à 20h à Basse-Terre. On cible les chefs d'entreprise du Sud Basse-Terre. Et donc, nous avons demandé aux présidents d'associations de chefs d'entreprise de sensibiliser tous leurs membres en leur disant, voilà, on va vous écouter, on va entendre ce que vous avez à dire, on va vous parler du numérique, on va démystifier tout ça. On ne va pas venir avec des grandes solutions ce jour-là. On ne va pas vous dire il faut prendre Excel ou Word ou je ne sais quel logiciel de paye. Loin de nous. On va venir avec des gens qui causent comme vous. C'est ça. C'est nous. On est dans la rue, on parle, on discute, on échange, on se dit nos peurs, nos craintes, on se dit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il y aura des chefs d'entreprise qui viendront exprimer également là où ils se sont trompés. Il y en aura d'autres qui viendront dire pourquoi ils ont gagné quelque chose à le faire. Et donc on fera 5 tours de la Guadeloupe comme ça. En fait, il y aura 5 journées comme celle-là. Donc si vous êtes, vous chef d'entreprise, du Sud Basse-Terre, ou si vous aimez faire la route et venir nous rejoindre le 6 avril, pardon. C'est à la CCI de Basse-Terre. C'est à la CCI de Basse-Terre, de 18h à 20h. Venez nous rejoindre, venez nous dire ce que vous attendez de nous. Venez...
changer le logiciel, justement. D'habitude, on arrive avec des grosses solutions, c'est la grosse machine, on vous dit, voilà, il faut ça, vous ne savez même pas ce qu'il faut, mais on vous dit, il faut ça. Là, on fait l'inverse. On vous dit, venez nous dire ce que vous voulez, venez nous dire là où ça coince, venez nous dire ce qui vous fait peur. Est-ce un problème de financement ? La CCI pourra vous proposer des solutions. Est-ce un problème technique? La CCI pourra vous aiguiller vers des techniciens qui vous donneront des solutions. Est-ce de la peur? On va démystifier tout ça. Venez nous voir. D'accord. Ben, c'est parfait. Donc, le 6 et puis d'autres rendez-vous progressivement. D'autres rendez-vous, on essaiera d'en faire une tous les 6 semaines à peu près, de façon à très rapidement avoir fait le tour de la Guadeloupe, avoir fait le tour de l'ensemble des questions qui nous auront été posées, de toutes les peurs, de toutes les craintes, et de proposer après des solutions. Parce que la première vague, c'est d'écouter. La deuxième vague, c'est de proposer. Mais dès la fin de cette réunion, nous aurons déjà des possibilités à offrir à ceux qui veulent les entendre. On leur dira, voilà, il y a ça, ça, ça et ça. Vous nous avez exprimé ce besoin, vous nous avez exprimé cette peur. Sachez qu'on a une solution avec le booster numérique pour vous former à ça. Ça ne coûte pas grand-chose, ça vous coûte une journée de votre temps, mais qu'est-ce que ça va vous rapporter? Parce que, vous savez, le petit chef d'entreprise, souvent, sa première question, c'est de dire qu'est-ce que ça va me coûter? Parce que c'est le nerf de la guerre, parce que parfois, on ne sait pas comment payer nos salariés, on ne sait pas comment joindre les deux bouts, et on tire, on n'a pas un grand groupe derrière nous, on est tout seul. Et souvent, je leur dis, ne regardez pas ce que ça va vous coûter, regardez ce que ça va vous rapporter. Voilà. Et c'est important. Et donc, on aura des solutions à leur proposer dès la fin de cette première réunion. Victor Ntolo, je ne peux pas vous laisser partir sans ne pas vous poser la question. Est-ce que la véritable reprise économique pour les chefs d'entreprise, pour les commerçants, on vous a vu souvent vous plaindre, dire un peu comment la situation était compliquée, est-ce que ça s'améliore? Sincèrement, M. Zandonis, vous savez, depuis un certain temps, vous m'entendez un peu partout et j'ai tout sauf la langue de bois. Ça, c'est clair. Je déteste la langue de bois et c'est peut-être pour ça que la population m'accorde cette sympathie. Je ne vous ferai pas de langue de bois, c'est très compliqué. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Véritablement, je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne crois pas. C'est plus la crise sanitaire? Je crois que ce sont les conséquences de la crise sanitaire. Je vais vous expliquer. Je ne crois pas que ce soit un problème de flambée du prix des carburants. En tout cas, pas encore. Je ne crois pas que ce soit la guerre en Ukraine avec la flambée des prix des céréales et des matières premières. En tout cas, pas encore. Je ne crois pas qu'il y ait déjà une répercussion. Alors oui, il y a une répercussion. On en aura quand même. Hein. Pardon? On en aura quand même. On en aura. C'est une certitude qu'on en aura. Mais la reprise économique qu'on attendait depuis le mois de janvier, on ne la voit toujours pas. C'est compliqué, vraiment c'est compliqué. Et je pense qu'en fait, les 2 dernières années ont fortement atteint notre population et la population de manière générale. Je crois qu'on ne peut pas vivre 2 ans avec de telles restrictions et brutalement du jour au lendemain revenir comme si rien ne s'était passé. La preuve en est que le préfet a enlevé les obligations de jauge dans les magasins. Et pourtant, encore de nombreux chefs d'entreprise laissent le document affiché sur leur vitrine. Justement, j'ai vu ça d'ailleurs. Et je suis très surpris. Et j'interpelle les chefs d'entreprise en leur disant, mais enlevez ça. Tout ça, ça rappelle une mauvaise époque. Absolument. Ça rappelle une époque de confinement, de restriction, le terme que je déteste le plus au monde, de distanciation sociale. Quel terme barbare. Barbare. Et je leur dis, mais enlevez ça. Mais en fait, la population a encore un peu peur, me semble-t-il, voire même beaucoup peur. C'est vrai. On n'a pas encore retrouvé les gens ont été traumatisés. Les gens ont été traumatisés. Je pense qu'il y a un vrai traumatisme, un vrai traumatisme. Il y a eu la peur, il y a eu les morts. On a 1000 morts en Guadeloupe, c'est pas rien. 1000 morts pour la Guadeloupe, ça correspondrait à 130 000 morts pour la France métropolitaine. C'est énorme, c'est une guerre. Je suis pas sûr qu'en Ukraine, en un mois, il y a eu 130 000 morts. Non, donc c'est énorme ce qu'on a subi en perte humaine chez nous. Et malheureusement, c'est pas fini. Donc, je crois que tout ça laisse des traces dans la population et qu'on n'a pas encore retrouvé la gaieté. Vous savez, pour consommer, il faut être heureux. On ne consomme jamais en étant stressé, quel que soit. Il faut être gai, il faut être heureux, il faut être optimiste. Et notre travail à nous, chefs d'entreprise, c'est de rappeler à la population qu'il y a une forme d'optimisme à atteindre et qu'on peut les aider, qu'on peut y arriver tous ensemble. Allons-y de toute façon, on est là et il faut vivre.
Il faut vivre. Juste un dernier mot et je vous laisse partir. Ça signifie que les dernières soldes n'ont pas été un booster non plus? Très compliqué. Les dernières soldes ont vraiment été très compliquées. Mais pour beaucoup de raisons, en fait. D'abord parce qu'il n'y avait pas forcément toute la marchandise qu'il fallait pour les soldes. C'est pas arrivé, c'est ça. D'autre part, on était encore à ce moment-là, un moment de confinement, de restriction, en jauge. Et donc, vous savez, l'intérêt des soldes, mais c'est que tout le monde se mélange, qu'il y ait un grand brassage, que la marchandise soit déballée, etc. On n'a pas pu faire tout ça. Donc, tout ça a contribué, si vous voulez, à ce que ce soit mauvais, en fait, en réalité. Et les petites entreprises en difficulté souffrent énormément. Et le rôle, notre rôle à nous tous, c'est de nous aider et de faire qu'on y aille. Parce que chaque fois qu'une entreprise est en difficulté, il y a des familles guadeloupéennes en difficulté. Je n'oublie jamais ça. Je vous remercie, Victor Ndolo, d'être venu dire tout ça. 13h51, tout de suite, la deuxième chronique, c'est celle de Noémie. Chronique, je dépose ça. C'est parti, on va voir. Bon, ok. Tu peux Merci beaucoup. 32 qui est sur Twitter qui va me dire si j'ai le droit de parler ou pas. Prennent les images des enfants, les mettent sur des forums ou sur des sites pédophiles. Les sargasses ne sont pas encore considérés comme des dégâts catastrophes naturelles, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester chez eux. Bonjour à tous, dans cette chronique, je vais parler de ce qui s'est passé avec Marine Le Pen, ici chez nous, en Guadeloupe. Dans le cadre de sa campagne électorale, on le sait, elle a décidé de venir nous rendre visite. Dans l'histoire de son parti, en 1987, Jean-Marie Le Pen n'avait pas pu atterrir sur notre sol en raison de l'hostilité des militants de l'époque. Via ce déplacement personnel, elle a tenté de se réconcilier avec notre population. Si elle s'est fait accueillir par des partisans, elle a aussi eu droit à des opposants. Des affrontements virulents en ont ensuite découlé. La candidate aura dû finalement annuler certaines interviews programmées en Guadeloupe en raison de l'hostilité de ces militants nationalistes guadeloupéens. De quel droit ces militants se sont-ils sentis aptes à supprimer la liberté d'expression de cette candidate quand d'autres candidats, eux, ont pu venir chez nous sans encombre? Pour moi, il y a déjà des lois qui s'en chargent, donc ce n'est en aucun cas leur rôle, quelle que soit l'efficacité de notre système judiciaire. Même notre président de la République, fuyant pourtant les débats publics, a dit tenir au débat démocratique. L'amalgame qui est fait entre nationalisme et racisme est idiot et pourtant fréquent. Ces mêmes personnes se disant nationalistes guadeloupéennes seraient les premières à dire d'elles-mêmes qu'elles ne sont pas racistes. Alors pourquoi faire ce raccourci avec les autres nationalistes? Peut-être à cause d'une couleur de peau? Pourquoi faire des généralités basées sur certains individus, comme partout, au sein de ces partis qui, eux, pour le coup, sont vraiment à condamner? Je me demande finalement si ces gens savent vraiment ce qu'est le racisme. Parce que ça ne demande pas une réflexion de fou de faire la distinction entre racisme et nationalisme, pour moi. Peut-être est-ce un manque de culture, une étroitesse d'esprit, ou alors une manipulation volontaire. Ces personnes qui se disent nationalistes guadeloupéennes ont finalement plus de similitudes avec les nationalistes français que de différences. Donc elles devraient être capables de se mettre à leur place et de comprendre leurs idées, puisqu'elles font finalement un peu la même chose. Une minorité non représentative de la population guadeloupéenne agit encore une fois en notre nom. À chaque fois qu'on parle des départements ultramarins dans les médias nationaux, c'est pour nous diaboliser parce que l'esprit humain se focalise beaucoup plus sur les choses négatives que positives. Lorsqu'un ultramarin réussit sur le plan national et sur le plan international, on dit qu'il est français, dans les médias. Lorsqu'un ultramarin fait une chose négative, on dit qu'il est ultramarin. J'ose espérer que ça a été fait de manière inconsciente, mais malheureusement ces personnes influencent de manière négative l'image des Antillais, qui pour le coup est déjà assez déplorable. C'est à cause d'actes de la sorte que les clichés se perpétuent et que les mentalités ne vont jamais évoluer. Ces personnes donnent raison aux incultes hexagonaux qui disent que les Antillais sont sauvages. Selon moi, une marque d'opposition réfléchie aurait été d'organiser un débat public avec Marine Le Pen pour exposer leurs arguments,
quelle qu'en soit la pertinence, et de lui donner l'occasion d'y répondre. Lorsqu'on empêche une personne de s'exprimer, c'est qu'on a peur de l'impact de ses mots. C'est parce que finalement, on est en position de faiblesse. Et surtout, à partir du moment où la violence physique entre en jeu, tout est décrédibilisé, quel que soit le côté qui a commencé. Si j'ai bien compris, à chaque fois qu'on contestera les actions ou le programme des politiques, on agira ainsi. Dans ce cas, pourquoi le ministre de l'Outre-mer n'a-t-il pas été accueilli de cette façon chez nous lorsqu'il est venu il y a quelques mois? Pourquoi certains de nos élus locaux, pourtant soupçonnés, voire inquiétés pour malversation, ne sont-ils pas hués au quotidien? Des Antillais qui avaient le pouvoir d'éviter certains dégâts, qui pouvaient nous fournir de l'eau courante au quotidien dans tous les robinets, qui ont autorisé notre empoisonnement sur des siècles, vous les avez enterrés et pleurés comme des rois. Non seulement ces manifestations sont inutiles, mais soulignent encore plus l'hypocrisie qu'il y a au sein de notre population antillaise. Ce que je trouve hallucinant, c'est quand même que ces personnes se soient concertées, ont pris le temps d'organiser ce scénario, de réfléchir pour pondre une idée pareille. Pour moi, c'est une humiliation. Franchement, quelle image pour la jeunesse. Certaines personnes qui étaient parmi eux sont parents. Finalement, ces gens-là n'ont fait qu'exposer leurs bêtises. Je suis désolée. Pour le coup, je pense qu'ils ont plutôt provoqué l'effet inverse de leurs intentions. Maintenant, ils passent dans tous les médias, mettant en avant un parti qu'ils souhaitaient éteindre. Si vous avez des désaccords politiques, ça devra se jouer dans les urnes. Les élections présidentielles approchent, donc si vous ne voulez pas d'un certain parti au pouvoir, organisez-vous pour aller voter intelligemment. Cette année, pour moi, ce sont des élections décisives et ce n'est pas l'abstention qui nous permettra de sortir de l'enfer dans lequel elle nous a mis 5 ans auparavant. Je parle bien de notre président actuel, qui, je le rappelle, est encore candidat pour 5 années supplémentaires. Personne n'a l'air de s'en soucier. Ça donne des parrainages, alors qu'il a bousillé notre état mental, instrumentalisé notre peur, privé de salaire certains de nos concitoyens sans raison cohérente, encore à l'heure actuelle, alors que les restrictions semblent levées, mépriser l'outre-mer en disant que la Guyane était une île, en refusant de faire un discours pour l'abolition de l'esclavage, en disant que le chlordécone n'était pas cancérigène, en condamnant une atteinte à la démocratie quand il refuse de participer au débat, et a pris toutes les décisions de ces 2 dernières années tout seul, dans une démocratie. J'ai peur pour l'avenir de ce pays quand je vois comment certains réfléchissent. Il faut aussi se demander s'il y avait une protection policière autour de l'hôtel de Marine Le Pen. Si oui, pourquoi n'était-elle pas efficace? Doit-on rappeler qu'on n'hésitait pas à sortir les hélicoptères de la gendarmerie lorsqu'il fallait pister des gens qui allaient se ressourcer en nature lors des confinements? Finalement, tant d'incohérences qui ont rendu cette situation bien trop ridicule. Ça m'attriste énormément de voir qu'à chaque fois qu'on parle de la Guadeloupe dans les médias nationaux, de façon importante, c'est pour des choses négatives qui détruisent notre image. La dernière fois, c'était à cause des violences lors de la grève de novembre. Maintenant, c'est à cause d'un groupuscule de personnes qui se sentent intéressantes, qui se sentent utiles, qui font des amalgames qu'on faisait au CP, qui entravent la liberté d'expression et qui ont l'audace de prétendre à une évolution de notre île et à la capacité de pouvoir la faire évoluer. Tout ça, ça me dépasse. Voilà, il est 13h58. Un dernier coup d'œil sur l'actualité avec la visite du président de Saint-Vincent-de-Paul, très rapidement, avant le break. Aujourd'hui, nous profitons du passage de notre président national, M. Michel Lanternier, pour lui présenter le CA et présenter les grandes lignes de pour 2022. C'est vrai qu'on a eu l'Assemblée générale le 19 décembre 2021, donc le bilan a été fait. Donc aujourd'hui, c'est juste pour présenter les grandes lignes et présenter aussi les projets que nous aurons pour 2022. Je profite pour vous dire aussi que pendant les 2 années pendant la pandémie, c'était très difficile pour nous de fonctionner parce que tout était bloqué, on n'arrivait pas à se voir comme d'habitude, mais en tout cas, on a fait ce qu'on a pu, on a fait ce qu'on pouvait avec les moyens que nous avions. Nous avions quand même l'aide de la nationale qui nous a fourni des masques
et des produits de gel hydroalcoolique. Notre mission, c'est de venir au soutien des différents conseils départementaux, parce que c'est aussi comme ça que ça s'appelle. Et donc, lorsque je me déplace, je souhaite rencontrer le conseil d'administration et les bénévoles pour qu'ils m'expliquent ce qu'ils vivent et qu'ils nous fassent part de leurs difficultés éventuelles. Et parce que nous, notre rôle, ma mission, moi, c'est de les aider, c'est de leur apporter le soutien, parce que ce sont eux les acteurs de la charité, ce sont eux qui mènent les actions de lutte contre la précarité sur le terrain. Et donc nous venons en soutien de leurs efforts et de leurs choix. Dans la mission qui est la nôtre de soutien, comme je l'ai dit il y a quelques instants, on travaille beaucoup sur les aspects juridiques parce que c'est important, même si ce n'est pas ce qui paraît le plus évident pour les bénévoles, de façon à vraiment leur donner les moyens de leur mission. On a essayé de réfléchir pour leur donner des outils pour qu'ils puissent se développer, et puis on travaille beaucoup dans la communication pour développer la notoriété, parce que pour que la société soit connue, pour bien expliquer ce que l'on fait, ce que l'on vit personnellement, mais aussi ce qu'on vit avec les personnes que l'on rencontre, et pour que tous ceux qui nous écoutent et qui sont attirés, qui pourraient être attirés par la spiritualité de Saint-Vincent-de-Paul, nous rejoignent. Et puis aussi, c'est pas un scoop, hein, donc qu'il y ait des dons, parce qu'on a besoin de soutien financier pour pouvoir aider les plus pauvres d'entre nous. Voilà, c'est pratiquement terminé aujourd'hui, après avoir revu une dernière fois le proverbe du jour, et qui va vous faire sourire et penser que chien vous fait bien, l'ayant enragé, il a modéo, et ça, c'est vrai, faire du bien ne rapporte pas toujours. Voilà, on a reçu en début de ce ZCL M. Jim Lapin, qui est universitaire. Avec lui, on a fait un petit focus sur Sainte-Rose, puisque vous savez que la commune de Sainte-Rose a changé de chef d'édilité. C'est désormais M. Robin, qui est le baron, pardon, pas Robin, baron, qui est le patron de la ville de Sainte-Rose, ville de Sainte-Rose, qui a un véritable potentiel. Et pour ça, Jim Lapin est venu nous expliquer. On a reçu aussi Barbara Montpierre, chronique de la rencontre de soi, et Noémie Mille, et puis Victor Ventoulou, président de la commission numérique de la CCIG, qui appelle les chefs d'entreprise des TPE de la région de Basse-Terre à une réunion sur l'informatique. On va expliquer un petit peu comment mieux utiliser l'informatique, comment ne pas avoir peur du numérique. Ce sera donc à la CCIG de Basse-Terre le 6, et il y aura un véritable tour de la Guadeloupe à ce niveau-là. Sinon, on a aussi parlé de l'endométriose pour les femmes. C'est une maladie qui est très douloureuse pour les femmes, les jeunes femmes. C'est lié avec les règles, et c'est une maladie qu'il faut combattre. Il y a même une association, d'ailleurs, Chocolat, je crois, qui s'occupe de cette maladie. On a fait un petit tour du côté du réchaud solaire de Monsieur Michel Pioche. Effectivement, c'est utiliser le soleil pour quitte manger. Pour faire ça, on y a fait, et apparemment ça fonctionne. Puis on a terminé avec une visite de Saint-Vincent-de-Paul, le responsable français de Saint-Vincent-de-Paul, qui est venu en Guadeloupe. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Yann, avec comme d'habitude Sandy en back-office. Et puis on vous remercie. On vous retrouve demain à la même heure. Merci d'être avec nous.